Alors bonjour et bonsoir. Donc pour le petit webinaire du 29 avril 2019, avec un petit peu de retard, nous allons commencer. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat, puisque tout doucement, à mesure que le chat va progresser, on va pouvoir chercher donc à répondre aux questions que vous pourriez avoir. Donc n'hésitez pas à me faire part de toutes les questions que vous pouvez avoir sur la pratique de la pleine conscience intuitive, mais sur d'autres sujets aussi. C'est comme un peu comme un moment qui est là pour qu'on puisse discuter. Donc, n'hésitez pas donc à le faire. Donc, il y a certaines personnes qui vont donc participer à un enseignement sur le niveau 1 de la formation professionnelle. Je pense que parmi les étudiants qui sont présents à la salle, il y en a plusieurs qui sont engagés dans cette formation-là. Donc, évidemment, on peut profiter aussi de cette occasion-là pour pouvoir regarder ça. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont dans l'introduction en ligne présentement, qui proposent donc les bases de l'enseignement. Et il y en a d'autres qui sont peut-être en train d'explorer des niveaux plus avancés de la formation, du niveau 1 de la formation professionnelle, qui est orienté sur la pratique sur les chakras. Alors, je vais peut-être profiter de l'occasion pour vous faire une petite présentation et puis vous laisser le soin de me poser des questions à mesure que nous allons progresser. Donc, le niveau 1 de la formation professionnelle, je vais vous le présenter. Donc, il y a l'introduction en ligne. Ça commence avec l'introduction en ligne ou le week-end en présentiel, ou les deux, puisque les deux peuvent être suivis, euh, dans lesquels on découvre la pleine conscience intuitive et ses trois grands volets. Le décollage intuitif, qui consiste justement à reconnaître que mon habileté à faire confiance à l'intuition va reposer sur un dialogue entre moi et mes cellules, entre moi et les cellules de mon partenaire. C'est-à-dire que je découvre finalement que l'intuition repose sur la confiance que j'ai envers des perceptions qui vont être manifestées à mes yeux, sous mes yeux, sous la forme d'images, de sensations ou de mots. Alors, je pense que ça, c'est bien important de comprendre justement que ces perceptions-là, évidemment, si je m'adresse à elles, elles peuvent me transmettre de l'information, elles peuvent échanger avec moi. Et c'est là qu'on commence à comprendre, évidemment, que l'imaginaire, c'est comme une porte d'accès à un univers super lumineux que j'appelle, c'est-à-dire un univers qui me donne accès à une forme d'intelligence et de sagesse qui ne répond pas donc aux règles humaines et qui répondent à des règles qui lui sont propres. Alors, pour être capable de découvrir ces règles-là, il faut effectivement lui faire confiance. Et ça repose sur le principe de la foi envers mon outil qui repose sur le principe imaginaire. Et comme on le sait, l'imaginaire est quelque chose qui fait peur, puisque ça nous rapproche de la folie, ça nous rapproche des sorcières qui ont été brûlées au Moyen Âge, ça nous rapproche à tout ce qui peut être associé donc de péjoratif à l'imaginaire. Il faut savoir que l'imaginaire aussi est une porte d'entrée envers la foi, envers Dieu, en fin de compte, et c'est ma capacité à reconnaître qu'il y a une forme de sagesse et d'intelligence qui anime mon être, qui anime mon partenaire, et que si je fais confiance en cet outil-là, j'ai accès justement à quelque chose qui nous relie tous. La physique quantique nous met en évidence cette notion qu'on est tous reliés. Et je pense que par le biais de cet outil qu'est l'imaginaire, on accède justement à cette réalité que nous sommes tous en relation par un niveau subtil, par un filon subtil. Et ce filon subtil, finalement, pour moi, se manifeste par nos sens, par le biais de l'imaginaire. Et c'est ça un peu que l'on apprend donc dans l'introduction, à faire confiance à cet outil-là, qui est le décodage intuitif, qui est donc cet échange entre moi et mes perceptions. Et puis par la suite, évidemment, il y a la déprogrammation des mémoires cellulaires, qui est vraiment une technique importante, puisqu'il y a l'opportunité de faire une observation. J'observe donc ce que je vois, je regarde la personne, le champ énergétique d'un partenaire, je peux très bien voir que dans ce champ énergétique-là, il y a des perturbations, et je pourrais m'arrêter là en me disant, mais tu es bloqué, tu as tel déséquilibre, ainsi de suite. Je ferais comme, en fait, compte une photographie de ce que je perçois de mon partenaire, et je le figerais. Je le figerais dans un état, tu es bloqué dans tel endroit. Ça s'arrêterait là. Alors ça, ce serait pas, pour moi, ça ne correspond pas bien à la notion de la pleine conscience intuitive, d'avoir cette façon d'utiliser l'intuition, parce que ça nous ramène davantage au monde matériel. Le monde matériel, quand on va voir un médecin, quand on va voir un spécialiste de la santé, il va nous se définir par rapport à ce qu'il va observer dans la réalité terrestre. Et en le définissant, il va le figer. Par exemple, vous avez telle maladie, monsieur, ou telle maladie, madame, on fige l'état, c'est-à-dire qu'on reconnaît que l'état dans lequel on se trouve présentement est un état qui ne bouge pas. Alors qu'avec la physique quantique, on découvre de plus en plus que tout bouge. Et que même si on dit à quelqu'un qu'elle a une problématique de santé, cette problématique de santé, à nos yeux matériels, on va dire elle est figée. C'est un état de maladie qui est là, puis qui va dégénérer. Et si on prend conscience que dans ce mouvement, dans cet élément figé-là, il y a un mouvement plus subtil, qui n'est pas apparent,
on commence à comprendre qu'effectivement, qu'il est possible de changer cet état-là. Et c'est là qu'on commence à aborder la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui consiste justement à répondre à des besoins que le corps me demande, que le corps me exprime. Comme si les cellules de mon corps, si elles m'expriment un certain nombre de choses, ben je peux donner à mon corps ce qu'il a besoin pour le transformer. Alors, c'est ça un peu qu'on va chercher à faire avec la déprogrammation de la mémoire cellulaire. C'est intéressant de rappeler aussi que l'épigénétique m'en évidence une chose bien simple, c'est que les gènes, qu'on pensait effectivement figés dans le temps, on pensait que les gènes, ça bougeait pas, on commence à constater que les croyances peuvent changer les gènes. C'est-à-dire que les transformations dans les gènes qui peuvent se faire à mesure qu'une personne se transforme dans sa vie. Ça veut donc dire que ce qu'on pensait effectivement être relié à un bagage génétique qui était rigide, en fin de compte, mais on commence à constater qu'il y a donc des mutations possibles, des transformations possibles dans le gène, dans le code génétique des cellules de notre corps. Donc, c'est intéressant encore là de découvrir que grâce à l'évolution de la science, on arrive à mieux comprendre ce que la tradition chamanique, les chamans, les guérisseurs, les intuitifs expérimentaient depuis bien, bien longtemps. Alors, c'est ça mon intérêt, moi, c'est d'arriver justement à faire des liens entre la science et le développement de l'intuition pour arriver à mieux comprendre, mieux cerner ça. Et dans l'introduction, on allait donc découvrir le décodage intuitif, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et le troisième volet qui est les soins tels qu'on le voit chez les guérisseurs, c'est-à-dire le soin par les mains, où on transfère de l'énergie dans le corps d'un partenaire ou dans notre propre corps. Et ces soins-là, évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est ma capacité de transmettre de la lumière. Alors, on sait que le physicien Pop a mis en évidence que le corps on est un corps de lumière, c'est-à-dire que le soleil nous émet de la lumière, puis nos cellules de notre corps absorbent et réémettent de la lumière. Donc, si on reconnaît cette réalité-là, ça veut donc dire que je suis un corps de lumière et que si je suis un corps de lumière, je suis capable de transférer la lumière qui s'emmagasine dans mon corps vers un autre être humain pour chercher justement à régulariser la lumière qui anime celui-ci. Donc, par le fait même, on donne des actions physiologiques profondes qui peuvent se faire chez le corps de notre partenaire, qui vont favoriser la santé et qui peuvent favoriser donc la guérison, dans certains cas, évidemment, aussi. Donc, l'idée de la combinaison des trois, c'est que le décodage intuitif me permet de devenir conscient de ce qui se passe dans le corps, dans mon corps, dans celui de mon partenaire. La déprogrammation me permet donc de donner à ces perturbations-là tout ce dont elles ont besoin pour se transformer dans l'immédiat, pour que je puisse prendre conscience que derrière ces perturbations-là se dissimule un potentiel évolutif que je peux nourrir par le biais de la déprogrammation de la mémoire qui va faire que l'énergie va se régulariser et le soin va finalement conclure le soin en quelque sorte puisqu'on va, en transmettant de la lumière, permettre de fluidifier l'énergie dans le corps de notre partenaire. Donc, vous voyez que dans l'introduction, il y a vraiment les bases de la pleine conscience intuitive qu'on découvre et qu'on va approfondir lorsqu'on aborde le niveau 1, puisque le module 1 du niveau 1 va nous permettre de découvrir les techniques sur les chakras, dans lesquelles on va apprendre à régulariser et équilibrer l'énergie vitale au niveau des chakras. Donc, on travaille plus la dimension énergétique dans ce cas-là. Et ensuite, le module 2 va nous permettre d'aborder l'aspect psycho-émotionnel, dans lequel on va découvrir les 49 principaux états de conscience qu'on retrouve dans l'être humain. Ces états de conscience-là sont bâtis sur mes observations depuis plus de 25 ans, où j'ai constaté que dans les chakras, il y avait vraiment comme, on pourrait dire ça comme ceci, des tendances. Chaque être humain a cette expression pour chacun des chakras. C'est-à-dire que moi, je peux être dans un état d'équilibre dans un certain chakra, dans un état d'hyperactivité dans un autre, dans une surcharge dans un autre, ainsi de suite. Et les 49 états reflètent un petit peu les grandes tendances humaines. On pourrait dire qu'il y a 7 grandes familles humaines, les 7 chakras. Donc, on a des dominances dans l'un ou l'autre de ces chakras-là. Et dans chacun de ces chakras-là, il y a 7 états différents. Et ça veut donc dire qu'à travers cette grille de lecture-là, qui va être proposée dans le module 2, on va apprendre donc à développer notre pleine conscience intuitive vers soi et vers un partenaire en utilisant cette grille-là, ce qui va permettre de développer un langage intuitif plus élaboré, puisque cette grille-là va nous aider justement à paramétrer, pourrait-on dire, où se situe notre partenaire et nous-mêmes dans l'évolution associée à nos chakras. Donc, on va travailler davantage sur l'aspect psycho-émotionnel et les techniques qu'on va utiliser dans ce module 2-là vont consister à travailler justement avec la pleine conscience intuitive sur les états de conscience qui animent un être. Par exemple, l'insomniaque qui est en moi. Alors, l'insomniaque qui est en moi est un état de conscience que j'ai. C'est-à-dire que je ne suis pas toujours insomniaque. Je suis insomniaque pendant une certaine période de temps, dans ma journée, dans ma vie. Alors, on peut donc travailler sur l'état de conscience, c'est-à-dire qu'on reconnaît que l'état de conscience est comme une énergie qui est distincte de moi, c'est-à-dire que moi, je suis un corps fait de chair et d'os, mais dans ma structure physique, j'ai plein d'états de conscience qui animent mon être. Et ces états de conscience-là
ont une autonomie qui leur est propre. C'est-à-dire que l'insomniaque qui est en moi est pas Sylvain Bélanger, c'est un Sylvain Bélanger qui est insomniaque et qui a une certaine structure énergétique qui lui est propre, un certain niveau de développement au niveau des chakras qui lui est propre, alors que celui, par exemple, je sais pas moi, qui est timide, ben, va avoir une autre structure énergétique qui lui est propre, et ainsi de suite. Donc, à travers cette capacité de jouer sur les états de conscience d'un être humain, on apprend donc justement à pouvoir approfondir la connaissance de certaines facettes de l'être humain avec lesquelles je travaille. Alors, si c'est sur moi que je travaille, mais je peux travailler sur certaines facettes qui sont en moi pour apprendre à mieux me connaître. Et si je le fais sur un partenaire, ben, je peux travailler sur ces facettes-là pour faire un travail de réunification. La réunification, c'est que quand je suis avec la partie de moi qui est insomniaque, ben cette partie-là de moi qui est insomniaque n'est pas nécessairement en harmonie et en équilibre avec moi. Donc le travail va consister justement à devenir conscient de la raison d'être de l'insomnie, de travailler à déprogrammer cet état d'insomnie là pour permettre justement de comprendre qu'est-ce que ça cache, c'est quoi le potentiel évolutif qui est derrière, et le soin va permettre donc de rétablir les flux énergétiques dans cet état-là pour qu'à la fin, je puisse me faire un travail de réunification avec l'énergie en question, de faire la paix avec elle finalement, et de me réunifier à elle, et qui va permettre donc de faire un travail de guérison et de transformation à ce moment-là. Donc voilà. Alors vous voyez que ça serait le module niveau 2, module 2 plutôt, qui va être expérimenté à ce niveau-là. Donc on travaille sur l'aspect psycho-émotionnel davantage dans ce module 2-là. Et le module 3, c'est les thérapies projectives. Alors, ce que j'ai voulu faire dans cette formation-là, qui se veut une première, comme un genre de survol, en fin de compte, de l'ensemble de l'enseignement de la pleine conscience intuitive. Donc, vous allez découvrir finalement qu'il est possible de travailler sur les chakras d'un point de vue énergétique, d'un point de vue psycho-émotionnel. Et dans ce troisième module-là, j'ai voulu proposer ce que j'appelle l'accompagnement thérapeutique, que je considère très important dans les soins. Parce que souvent, quand on va voir un guérisseur ou quand on va voir un intuitif, ça se limite à quelque chose assez sommaire. C'est-à-dire que le guérisseur, lui, on va aller le voir parce qu'on veut se faire guérir d'une maladie. On va lui dire, enlève-moi la maladie, guéris-moi de quelque chose. Et c'est souvent ça qu'on va demander à un guérisseur. Un intuitif, on va souvent lui demander de nous dire, à quelque part, de faire une lecture de notre vie, en fin de compte. Et ça va s'arrêter là souvent aussi. Dans la proposition que moi je fais dans la pleine conscience intuitive, c'est de dire, ben, un thérapeute intuitif, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est capable de faire beaucoup plus que simplement, j'allais dire, que simplement guérir. Parce que guérir, finalement, ça veut dire quoi? C'est guérir dans le sens de dire, bon, j'ai plus de symptômes, j'ai plus de problèmes. Mais si j'ai pas fait des démarches sur cette problématique que je vis au niveau de mon corps physique, au niveau d'une maladie quelconque, j'ai pas fait de démarche, ça ne veut pas dire pour autant que parce que j'ai résolu le problème-là, que je l'ai résolu en profondeur. Et c'est possible qu'il revienne aussi. Donc, l'idée de devenir responsable en tant qu'individu est intéressante, puisque ça me permet de comprendre que oui, je peux travailler sur l'aspect énergétique et augmenter mon potentiel santé, que oui, je peux travailler sur la dimension psycho-émotionnelle avec un partenaire, entre autres, pour l'aider justement à mieux comprendre et à faire un travail de paix et d'harmonie avec lui-même plus profonde. Mais ça peut être intéressant aussi, à un moment donné, puis c'est même inévitable, je dirais, à un moment donné, de proposer à un partenaire de faire un travail par lui-même. Ce travail par lui-même, c'est lui donner les clés pour qu'il devienne justement, qu'il se prenne en main et qu'il puisse justement se libérer par lui-même des charges émotionnelles qui sont en lui. Et ça devient vraiment important lorsqu'on constate que le soin énergétique, le travail de pleine conscience intuitive, de décollage intuitif, de déprogrammation et de soins se trouve être à un moment donné limité. On constate que des améliorations, puis à un moment donné, on rencontre des nœuds. Les nœuds qu'on rencontre souvent chez la personne aidée, c'est souvent parce que justement cette personne-là a des blocages émotionnels qui sont en elle, qu'elle ne parvient pas à dissoudre. Et c'est ça qui va nous amener vers la thérapie projective, qui consiste simplement à utiliser encore là le principe de l'imaginaire, où on va simplement demander à notre partenaire par exemple, de travailler sur un aspect de lui-même, et de le projeter sur une chaise, par exemple. Ça, c'est une technique vraiment importante qu'on va découvrir. Et qu'à travers cette technique-là de la chaise, ben, on va proposer à notre partenaire de faire un travail d'interaction avec cette énergie qui se trouve sur la chaise. Et nous, en tant que thérapeute, on va l'accompagner dans ce processus-là. Alors, ça va permettre à notre partenaire, donc, de faire un travail où il se prend en main, où il devient un peu celui qui fait le travail, finalement. Puis, en même temps, nous, on l'assiste pour l'accompagner, pour s'assurer que le travail va être bien fait. Alors, c'est ça un petit peu le travail de ce troisième module-là. Ce qui veut donc dire que dans cette formation-là, dans ce niveau 1 de formation, on touche vraiment trois aspects que moi je crois qui font que c'est très complet comme enseignement. L'aspect énergétique, l'aspect psycho-émotionnel, puis évidemment l'accompagnement thérapeutique qui fait que si la personne a des problématiques profondes en elle, qu'elle n'a pas déchargées, qu'elle n'a pas libérées, mais on va pouvoir vraiment l'accompagner pour qu'elle puisse le faire dans ce troisième module-là qui va toucher plusieurs aspects de la thérapie projective, de quelle façon qu'on peut travailler sur cette façon de projeter à l'extérieur de soi des
problématique et de quelle façon qu'on peut finalement faire un travail de réunification et de quelle façon qu'on peut accompagner un partenaire en faisant cette démarche-là. Donc voilà, alors ça, ce serait les trois premiers modules de l'enseignement. Il y a un quatrième module qui, lui, n'est pas un module qui concerne l'enseignement du niveau 1 comme tel. C'est un bonus, pourrait-on dire, qui est un peu plus qu'un bonus, puisque ça permet donc de faire un travail sur, dans ce cas-ci, c'est la thérapie par le son qui est proposée avec Laurence Poirot, qui est une finissante de l'école, qui vous propose donc une exploration du son pour équilibrer les chakras. Et vous avez donc un enseignement sous forme de module d'enseignement en ligne qui est proposé. Puis ensuite, bien évidemment, vous pourrez l'approfondir dans le cadre du stage, l'enseignement qu'elle proposera. Donc, vous voyez que c'est ça un petit peu l'ensemble de l'enseignement qui est proposé. Puis après le stage de 5 jours, bien évidemment, vous avez l'opportunité d'une supervision qui vous donne l'opportunité donc de pouvoir vraiment remettre des comptes rendus et d'avoir un encadrement. Moi, je vais faire des évaluations de ce que vous faites, mais je demandais à d'autres étudiants de faire des lectures sur des personnes sur lesquelles vous avez fait un soin. Et à ce moment-là, il y aura donc une espèce comment dire, d'évaluation comparative que j'appelle, où vous allez avoir fait une évaluation. Moi, j'en ai avoir fait une, mais d'autres étudiants en auront fait une sur la même personne. Et ça va permettre donc de pouvoir enrichir le travail qui aura été fait, puisque chacun apportera des points de vue et on va pouvoir faire des comparaisons qui vont nous permettre donc de mieux comprendre, mieux cerner les forces que vous avez développées, mais peut-être les fragilités aussi, les faiblesses que vous avez peut-être sur lesquelles vous pouvez travailler davantage. Donc, l'objectif ici, c'est de vous amener au maximum de vos compétences à l'intérieur d'un laps de temps qui est quand même assez court pour arriver donc à vous donner l'opportunité d'arriver donc à des niveaux de compétences qui sont intéressants. Donc voilà, est-ce que vous aurez des questions maintenant sur l'ensemble de ce que je vous ai retransmis ou encore sur d'autres sujets que vous aimeriez aborder? La parole est à vous. Alors, comme ce niveau-là que je viens de vous présenter, il y a deux autres niveaux par la suite. Ces deux autres niveaux-là vont reposer un petit peu sur la même structure que je vais présenter, mais dans lesquelles vous allez chercher des spécialisations différentes. Tout simplement de l'idée de la pleine conscience intuitive, des soins sur les soins énergétiques, sur le coaching évolutif et la déploiement de la mémoire cellulaire. Ça, c'est le deuxième niveau, c'est la spécialité, et dans lequel vous allez donc apprendre à travailler sur la psycho-énergétique des organes, des systèmes du corps humain, faire de la psychothérapie intuitive. Donc, on intègre la notion de psychothérapie, de coaching plutôt, hein, avec donc la déploiement de la mémoire cellulaire pour faire des voyages dans le temps, pour travailler vraiment de façon encore plus approfondie sur la notion psycho-émotionnelle. Puis ensuite, vous allez avoir dans la troisième année le transpersonnel, donc le travail sur l'âme, les guides spirituels et l'accompagnement, l'approfondissement de l'accompagnement et de l'enseignement personnalisé qui va être proposé à ce moment-là. Donc le premier niveau se veut un petit peu comme un survol des bases de l'enseignement, puis après ça, on l'approfondit d'une façon plus importante pour que les spécialisations manquantes soient bien élaborées ensuite dans la deuxième et troisième année. Voilà. OK, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Jusqu'à maintenant, je ne vois pas tellement de commentaires qui m'ont été apportés. Je sais qu'il y a des gens qui sont donc à différents niveaux d'information. Peut-être que vous avez des commentaires, peut-être que vous avez des questions, peut-être que vous avez également même des comptes rendus que vous avez envie de me transmettre. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous avez le souhait de le faire, bien sûr, pour que je puisse donc avoir un petit peu de matière pour répondre à vos questions, puisque ce webinaire-là, évidemment, le premier objectif, c'est évidemment que vous puissiez me faire part des questions que vous avez sur la pratique et quelle que soit la pratique que vous avez. Il y a Sandra qui me dit: Bonjour Sylvain, c'est très intéressant, je commence à comprendre ta méthode. Mais dans ma mentalité complexe, je suis en train d'intégrer une notion de base en profondeur. Bien sûr, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, Sandra. La démarche se fait comme chacun, hein, et je pense que ce qui est intéressant dans cette démarche-là, en fin de compte, ça je le dis toujours aux étudiants, et j'aime le répéter à chaque fois parce que je crois que c'est vraiment important. Il y a moi une méthode que moi je propose. Moi, j'ai reçu ça par un guérisseur qui m'a enseigné donc pendant 3 ans un enseignement que j'ai beaucoup aimé. J'ai suivi d'autres démarches également, mais c'est celui que moi je considère comme étant la formation la plus importante. Et j'ai beaucoup apprécié cet enseignement-là, puis en même temps, quand j'en suis sorti, j'ai ressenti le besoin de décortiquer la méthode, etc. Puis c'est ça que moi je vous propose. Hein. C'est vraiment une volonté de transmettre une connaissance pour que vous appreniez à maîtriser davantage
comment ça se développe l'habileté intuitive à travers ces trois volets-là, que moi je considère comme vraiment fondamentaux dans la pratique intuitive. Évidemment, c'est ma vision des choses que je transmets, mais mon expérience, et je pense vraiment que c'est une expérience qui donne de bons résultats. Hein. J'ai vu mes étudiants, tout ça, qui se développent, etc. Et ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que la démarche intuitive que vous avez développée à travers la structure que je vous donne va vous amener inévitablement vers l'individualité. L'individualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'arrive avec des clés, je vais les appeler comme ça, parce que quand on aborde le monde imaginaire, quand je vous dis faire confiance aux perceptions imaginaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre vous, vous allez développer une expertise qui va se faire à travers votre canal intuitif qui vous est propre. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez découvrir que votre façon d'explorer la pleine conscience intuitive va être très personnelle. Et c'est tant mieux. Alors moi, je vous donne les clés, mais à partir du moment où on rentre dans l'univers imaginaire, qu'on rentre dans l'univers super lumineux, on constate que cet univers super lumineux-là est complètement individualisé par notre propre expérience de vie, notre propre expertise, nos propres compétences, nos propres bagages. Et c'est comme ça qu'on va arriver donc à développer ça. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le comprendre, que la méthode est avant tout intuitive. Moi, je vous donne une certaine structure de fonctionnement pour parvenir à trouver une certaine forme de cadre pour fonctionner, mais ce cadre-là, à partir du moment que vous allez le voir bien intégré, vous allez pouvoir vous en libérer en quelque sorte pour accéder à ce flot d'intelligence et de sagesse qui n'est pas ce que je suis, c'est à quelque part l'univers finalement. Et dans ce sens-là, l'objectif qu'on a tous, c'est de s'élargir le plus possible à cet univers-là. C'est ça un petit peu que j'avais envie de vous transmettre. Alors Sandra me dit, mais je ne suis pas encore prête, je crois, à rentrer dans la formation professionnelle. Là, j'ai pris le temps de présenter la formation professionnelle. Ça veut pas dire pour moi, pour autant que je m'adresse en vous disant à tous et chacun que vous devez suivre la formation professionnelle. Je sais juste que dans la salle ici présentement, il y a plusieurs personnes qui sont dans le niveau 1 ou qui ont commencé ou qui sont dans cet objectif-là. C'est pour ça que j'ai pris le temps de présenter ça. Mais si tu as des questions sur d'autres sujets, Sandra, n'hésite pas. Guy qui me dit, j'ai pratiqué la technique du projecteur, mais je ne suis pas arrivé à voir l'écran et la partie projetée. Ça, Guy, il y a 3 modes de communication dans le processus intuitif et c'est très important de bien cerner ça parce que il y a le mode visuel, celui que tu dis que tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu l'écran, tu n'as pas vu la projetée. Ça, c'est parce que tu l'as pas vu. Peut-être que tu l'as ressenti, peut-être que tu l'as entendu. Et ça, il faut bien faire confiance aux 3 modes de communication. Les 3 modes de communication sont tout aussi importants les uns que les autres. Moi, je suis très visuel et j'ai tendance évidemment à parler comme si tout le monde était visuel, ce qui n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont sensitifs, qui ont des sensations dans leur corps, ou qui sont auditifs, qui entendent. Et je pense que c'est important de valoriser les 3 et de ne pas valoriser plus un que l'autre. Hein. Tous sont importants et c'est tous intéressant. Donc là, quand tu me dis ça, Guy, tu fais référence uniquement à l'aspect visuel. Moi, je te dirais, est-ce que tu as eu des sensations ou est-ce que tu as eu des mots qui se sont manifestés à toi qui toucheraient les 2 autres modes de communication? Donc, même des fois, il y a des gens qui vont être gustatifs et qui vont être au niveau de l'odorat. C'est plus rare, mais ça arrive quand même quelquefois que les gens peuvent avoir développé ces autres sens légalement. Par exemple, j'avais déjà une notion de ce qu'est l'intuition, notamment par la philosophie, mais aussi par l'introspection, par l'hypnose. Alors, tes explications entrent en résonance. Alors, bien sûr que ça rentre en résonance. Comme je te dis, pour moi, ma tradition, elle vient donc des guérisseurs. Elle vient de ce qu'on appelle la clairvoyance, des voyants, de tout ça, donc quelque chose d'un monde peut-être un peu plus ésotérique, où on va plus aborder cette notion même du troisième œil, etc. Alors moi, ce que je veux faire comprendre là-dedans, c'est que ce processus intuitif-là se fait il n'y a pas de limite à ce processus intuitif-là quand on se donne la permission d'élargir notre conscience et de le vivre dans l'expérience. Parce que l'intuition n'est pas de la théorie, c'est de l'expérience. C'est de l'expérimentation qui va nous permettre de pouvoir justement faire confiance à ce processus intuitif-là. Malheureusement, on vit dans une société, moi je le constate, qui a tendance justement à beaucoup mettre l'emphase sur ce qu'on pourrait appeler l'expérience euh, une expérience à quelque part qui repose sur les conventions. Les conventions, c'est tout le monde dit ceci, donc c'est cela. Et ça, malheureusement, je trouve ça un petit peu dommage parce que dans une démarche intuitive, moi, ce que j'ai toujours dit à des gens, euh, moi, mon objectif quand je suis un thérapeute intuitif, c'est pas de dire ce que les gens veulent entendre. Mon objectif, c'est de regarder, de percevoir qu'est-ce qui est présent chez eux, qu'est-ce qui est présent en moi, ou qu'est-ce qui est présent par rapport à une problématique sociale, collective, etc. Mais moi, je ne cherche pas justement à vouloir répéter les choses. Alors, c'est sûr que ça demande donc cette fameuse individualisation, de vraiment faire confiance au processus intuitif. Et c'est ça un petit peu qui fait que l'intuition peut arriver à être développée d'une façon adéquate, selon moi, c'est qu'on fasse confiance à ce processus intuitif-là.
Guy me dit, je ressens très bien dans mon corps tout le processus des sensations dans le corps. Donc, Guy, ça veut donc dire que tu es sensitif. Alors, tu vas valoriser le sens des sensations et avec le temps, il est possible que tu puisses parvenir à développer le visuel et l'auditif. C'est pas absolument essentiel. C'est une possibilité que quand on développe l'habileté intuitive, on constate qu'on arrive à développer notre sensibilité et qu'on arrive donc à développer les autres modes de communication. Alors, l'idéal, c'est qu'on ait tous les modes de communication qui se sont développés en soi, mais ça, c'est un idéal. C'est pas absolument essentiel. On peut parvenir à être un bon thérapeute intuitif si on est capable de questionner adéquatement les perceptions. Alors, quand on est sensitif, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit s'adresser aux sensations qui sont en nous et leur demander quel est le message, faire le décodage intuitif, déprogrammation et soins de la même façon. C'est comme ça qu'on va parvenir à atteindre un niveau de connaissance plus approfondie. Mais il faut surtout pas se limiter au fait que parce qu'on ne voit pas les images, on n'est pas à la hauteur. Non, c'est les sensations et c'est très bien ici. Moi, je crois beaucoup dans la nécessité de théoriser. Malheureusement, c'est dans des modes trop standardisés. Je cherche des langages alternatifs, mais la conceptualisation aussi. Bien sûr, Sandra. Maintenant, dans une démarche intuitive, on doit inévitablement pratiquer l'intuition. Moi, j'ai observé ça à mes étudiants, qu'ils soient dans une pratique personnelle ou professionnelle, mes étudiants qui arrivent à faire les meilleurs résultats, avoir les meilleures satisfactions face à la formation, c'est ceux qui pratiquent le plus. Ceux qui ne font que justement conceptualiser, qui restent dans un niveau théorique, vont pas pouvoir arriver à développer leur habileté intuitive puisqu'ils vont pas se lancer dans le bain. Se lancer dans le bain, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Ça veut pas dire non plus de perdre la théorie. On peut être très théoricien. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la théorie. Par contre, dans la pratique intuitive, j'aime beaucoup justement expérimenter. Alors, je pense que c'est important de comprendre que c'est d'ailleurs pourquoi j'ai développé les 49 états de conscience. C'est de la théorie, les 49 états de conscience. Sauf que ces théories-là permettent justement de comprendre davantage ce qu'est justement ce qu'est l'être humain. Et cette grille-là, c'est une grille de lecture qui est théorique au départ, mais cette grille de lecture-là, elle est quand même reposée sur ma pratique. Alors, ça veut donc dire qu'à travers les 25 dernières années, ben, j'ai observé des certain nombre de choses et ces 49 états-là reflètent un petit peu les tendances que j'ai observées. Donc, ça permet à un être humain qui veut faire une démarche intuitive, de prendre ces 49 états de conscience-là et de conceptualiser justement à l'intérieur de ces 49 états de conscience-là l'être humain. Alors bien évidemment qu'il y a beaucoup plus que 49 états de conscience chez l'être humain, mais ces 49 états de conscience-là sont un peu une synthèse de ce qu'on peut expérimenter chez un être humain. Alors c'est dans ce sens-là que ça a été fait, ça, tu vois. Pascal qui me dit, dans le décodage intuitif, quand je perçois une image ou une situation dans un endroit du corps, comment sait-on si je dois laisser la situation évoluer seule ou l'influencer par les couleurs, etc. Pascal, moi je te dirais que c'est pas tellement comment sait-on, mais je te dirais de faire. C'est un peu comme quelqu'un qui me dirait, je regarde un ruisseau, il y a une source d'eau devant moi, et je me demande si elle est profonde. Je me demande si elle est froide. Je me demande si l'eau est chaude. Je me demande si je ne vais pas laisser simplement les choses se faire par elles-mêmes, puis que je vais savoir à un moment donné que l'eau est chaude, ou pas, que l'eau est creuse, ou pas creuse. Alors que finalement, si je me déplace vers l'eau et que je mets mon pouce dedans, ou mon doigt dedans, je vais savoir si elle est froide ou chaude. Si je mets mon pied pour mesurer la profondeur, ben, je vais peut-être arriver à déterminer la profondeur, ainsi de suite. Donc, je vais interagir avec l'eau. Alors, dans la pratique intuitive, c'est ça, Pascal, que moi, j'invite les gens à faire. C'est pour ça que j'appelle ça une boîte à outils, les techniques qu'on apprend. Dans l'introduction en ligne, par exemple, dans le week-end d'introduction, on a développé des outils. Un bon nombre d'outils quand même. Après ça, au niveau 1, sur les chakras, on développe un certain nombre d'autres outils. Déjà, avec ça, on a énormément d'outils finalement. Dans la formation personnelle, même chose, on a beaucoup, beaucoup d'outils qu'on développe à travers la pratique intuitive, qui fait qu'à un moment donné, on arrive à constater qu'on a une grosse palette de couleurs. Et cette grosse palette de couleurs d'outils, finalement, me permet d'interagir avec mes perceptions. En interagissant avec mes perceptions, je vais faire évoluer les choses. Je me pose pas la question de savoir est-ce que je devrais faire évoluer les choses. Je vais faire évoluer les choses. Je vais laisser le corps me montrer quelque part le chemin. Parce que si j'interagis en mettant de la couleur, par exemple, sur une région de mon corps, mais si je mets de la couleur sur la région de mon corps, je donc vais influencer mon corps en question, mais mon corps va donc me donner une réponse parce que j'ai fait une action sur lui. Un peu comme si je rencontre quelqu'un dans la rue et je lui dis bonjour. La personne va peut-être me répondre bonjour, puis je vais donc établir une discussion avec elle. Cette discussion-là n'aurait pas eu lieu si je n'avais pas dit bonjour à la personne. Donc, l'interaction avec le processus intuitif est importante, et ça, c'est quelque chose qui se distingue beaucoup, beaucoup de la démarche que moi je propose, c'est qu'on n'attend pas que les choses viennent par elles-mêmes, on provoque les choses. Provoque les choses, ça ne veut pas dire qu'on les provoque d'une façon trop active. On fait une action énergétique, comme mettre de la couleur dans une région,
Et en mettant la couleur dans la région, on va observer comment elle réagit, cette région-là, et on va commencer à passer par le décodage intuitif, déprogrammation et soins de cette façon-là. C'est comme ça qu'on va progresser pour parvenir justement à cerner davantage la démarche intuitive dans laquelle on se trouve à être à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Pascal, tu peux revenir là-dessus. Sandra qui me dit oui, il me semble que tu as de bonnes capacités comme théoricien, c'est donc nécessaire. Oui, je pense que ça peut être nécessaire, mais il faut faire attention parce qu'évidemment, la démarche intuitive ne doit pas reposer sur des croyances théoriques. Il y a des conventions dans l'ésotérisme, par exemple, qui peuvent nous éloigner carrément de l'expérimentation intuitive et qui peuvent nous faire mal comprendre les choses. Je pense entre autres au thème annales akashiques, par exemple. Souvent, les gens vont penser que les annales akashiques, c'est un lieu, il faut absolument aller dans les annales akashiques, mais les annales akashiques, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un mot, ce sont des mots, c'est un concept théorique intellectuel, et si on se laisse prendre par le concept théorique intellectuel, on s'égare complètement de la démarche intuitive, parce que la démarche intuitive n'est pas un concept intellectuel, c'est une démarche dans laquelle on découvre quelque chose. Et cette découverte-là, on peut l'appeler l'analyse cachée, on peut l'appeler ce que l'on veut. Le mot n'a pas d'importance. Le plus important, c'est le processus qui va nous donner accès à la sagesse intuitive. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention à ce niveau. Quand on est trop dans la théorie, des fois, ça peut nous éloigner à ce niveau-là. Guy me dit, j'ai vraiment envie de plonger en confiance dans tout le processus. J'ai suffisamment exploré depuis nombre d'années pour plonger en confiance. Avancer avec les doutes et les incertitudes sans leur donner le pouvoir. Les considérer, oui, mais pas le pouvoir. Donc, oui, bien sûr, Guy, cette idée de plonger dont tu parles, ben, va se faire justement par l'expérimentation. Plus tu expérimentes, plus tu vas lâcher prise parce que tu vas constater que quelque chose est plus grand que toi dans le processus intuitif. Et c'est ça, quelque part, qui est la clé. Moi, je dis souvent que pour arriver à être un bon thérapeute intuitif, c'est un peu comme un marathonien. Un marathonnier qui veut faire un marathon va pas décider du jour au lendemain de devenir marathonien. Il va dire, ben, je veux faire un marathon, puis pour faire un marathon, il va falloir que je m'entraîne pendant X temps pour être capable de faire le marathon d'abord. Et si je veux performer à un marathon, ben, il va falloir que je m'entraîne pendant X temps aussi. Ça veut donc dire que je vais devoir envisager un certain laps de temps pour être capable d'atteindre mon objectif. Donc, dans la démarche intuitive, c'est la même chose. C'est un peu, pour moi, un peu comme un muscle. Si je veux que le muscle devienne bien musclé, que je devienne capable de bien m'entraîner, de le fortifier, il faut vraiment que je m'entraîne. Et la démarche intuitive est vraiment un entraînement. Et dans ce sens-là, une des choses que moi, j'ai beaucoup apprécié, parce que moi, évidemment, la formation avec les guérisseurs, c'est une formation, il n'y a pas comment dire, d'ordre professionnel au niveau des guérisseurs. Donc, on suit des formations avec différents types de guérisons, différentes approches énergétiques. C'est très, très confondant quand on y pense. Il y a tellement de choses qui sont dites là-dedans qu'on arrive difficilement à s'y retrouver. Et puis, moi, une chose que j'ai trouvé quand même très intéressante dans tout ce cheminement-là, c'est que quand on découvre ce parcours, justement, le parcours de l'intuition, le parcours de ce que c'est qu'un cheminement de guérisseur, qu'est-ce qui fait quelque part qu'on développe le pouvoir donc d'être intuitif, de faire des soins, etc. C'est une démarche justement qui ne repose pas sur un bagage académique clair, net et précis. Chacun va arriver avec des visions, etc. Et puis je pense que si on veut devenir intuitif, il faut à un moment donné accepter d'abandonner un peu le mode théorique, le mode à quelque part trop rigide, pourrait-on dire, qui va nous sécuriser, mais qui va en même temps nous éloigner de l'intuition. Et puis moi, c'est ça qui a été un peu l'objectif que moi j'ai voulu faire quand j'ai mis en place l'écoute imaginaire qui est devenue la pleine conscience intuitive. C'était vraiment de dire, ben moi j'ai envie de faire confiance au monde intuitif. J'ai envie de faire confiance au monde intuitif-là et de pas bâtir mon expertise ou mes croyances, de pas faire en sorte que mes croyances deviennent limitatives par rapport à mon développement intuitif, mais que j'accepte que l'intuition m'amène vers un regard sur ce monde-là et je sois capable d'arriver à développer une forme de science, on va dire ça comme ça, une démarche scientifique d'une démarche intuitive, ce qui peut paraître un peu antagoniste, mais en même temps, je pense que c'est quelque chose qui est envisageable de comprendre que dans cet univers-là intuitif, il y a vraiment des règles et des lois et qu'on apprenne justement par l'exploration intuitive d'arriver à déterminer ces règles et ces lois-là. Et c'est ça que j'ai cherché, moi, à faire dans cette démarche-là. C'est pour ça que quand tu dis plonger, Guy, ça me parle bien parce que la démarche intuitive est un plongeon vers l'inconnu. Et ce plongeon vers l'inconnu, on sait que c'est pas facile pour l'être humain de se laisser de se lancer là-dedans. Il y a un très beau livre d'ailleurs qui l'explique très bien. C'est Se libérer du connu de Krishnamurti qui explique vraiment bien comment nous, en tant qu'être humain, on a très peur de l'inconnu.
et que la démarche intuitive représente l'inconnu. Et ça va plus loin que ça. Quand on pense à l'inconnu, on pense aussi à Dieu. Hein, c'est-à-dire que quand j'accepte d'abandonner le connu, ben j'accepte d'expérimenter Dieu, non pas dans une vision théorique que l'être humain a mis en place, mais une vision divine. Et cette vision divine, ben, elle nous fait comprendre quelque part qui est Dieu, c'est-à-dire cette forme de sagesse et d'intelligence. Et c'est intéressant de pouvoir aborder ça aussi. Et je pense que c'est intéressant dans ce sens-là, le fameux plongeon dont qui parle, ben, je pense qu'il est intéressant pour cela d'ailleurs. Sandra qui me dit, oui, je comprends bien les bienfaits de l'expérimentation dans l'élan de l'action basé sur l'intuition et en rapport avec certains concepts qui servent de point de repère. Et ensuite, comme tu l'as fait, de repérer s'il y a des régularités. Effectivement, ben, tu as bien compris, Sandra, c'est ça un peu l'idée. C'est que moi, quand j'ai commencé, par exemple, il y a une personne qui m'avait questionné beaucoup, elle m'avait dit, comment ça se fait que tu n'as pas vu tel problème de santé que j'avais? Elle m'avait dit ça il y a quelques années. Et puis moi, d'une part, j'étais flatté parce qu'elle avait l'impression que je voyais tout. Donc, j'étais flatté parce qu'elle me faisait confiance. Mais en même temps, elle me confrontait à mes limites parce que moi, j'avais jamais à cette époque-là envisagé que je pourrais voir la santé d'une personne. Et comme elle me reflétait ça, ben, je me suis dit, ben, peut-être effectivement que ce serait possible de développer une habileté intuitive au niveau de la santé physique et énergétique. Et j'ai, à ce moment-là, entrepris de faire une formation, de suivre un enseignement sur l'anatomie, physiologie et pathologie, assez importante en termes d'heures, pour arriver à comprendre comment le corps fonctionnait, parce qu'à cette époque-là, je ne le connaissais pas. Et ça m'a amené à constater que parce que j'avais une connaissance théorique du corps physique, ben, j'ai pu appliquer ça à une compréhension intuitive. J'ai constaté que mes intuitions, mes perceptions intuitives étaient enrichies par la connaissance théorique que j'étais allé chercher. Donc, la connaissance théorique est un apport fort intéressant, surtout quand il s'agit des apports théoriques qui vont reposer sur des réalités objectives, comme le corps physique. Le fonctionnement de mon corps physique, c'est intéressant de bien le connaître, puisque ça va me donner l'opportunité d'avoir une représentation imaginaire de comment mon corps fonctionne, comment le corps de mon partenaire fonctionne, et de pouvoir donc voyager à l'intérieur de mon partenaire ou dans moi-même avec beaucoup plus d'aisance et de facilité, parce que je vais comprendre comment ça fonctionne. Et ça, j'encourage beaucoup chacun d'entre vous à pouvoir faire une exploration à ce niveau-là. Si vous ne le connaissez pas, le corps physique, ça peut être vraiment fort intéressant pour vous, pour chacun d'entre vous, de l'aborder également. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant sur le sujet du jour, qui est un petit peu finalement parce que je voyais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui concernaient le niveau 1 de la formation professionnelle. Maintenant, évidemment, il y a peut-être d'autres sujets que vous auriez envie. Je pense à Sandra, entre autres, qui n'est pas dans la formation professionnelle, ou d'autres étudiants qui auraient peut-être envie de partager ce qu'ils ont à communiquer par rapport à cela. Peut-être que je reviendrai sur la foi. Euh, la foi, comment va-t-on la développer dans la pratique intuitive? J'ai souvent parlé du journal intime. Le journal intime, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de petit cahier dans lequel on va relater les exercices qu'on va faire intuitifs sur soi, parce qu'évidemment, vous savez que la pleine conscience intuitive a un volet important qui est de l'appliquer sur soi. Ce volet-là, qui est de l'appliquer sur soi, est important parce qu'il me donne l'opportunité de découvrir comment moi je fonctionne. Déjà, en soi, c'est intéressant. Et comment les outils qui me sont enseignés fonctionnent aussi, puisque je les applique sur moi. Alors, quand je vais les aborder vers un partenaire, comme je les aurais appliqués sur moi, ben, je vais avoir beaucoup plus d'aisance pour pouvoir les appliquer vers mon partenaire et je vais beaucoup plus être capable de comprendre comment ils fonctionnent parce que je vais les avoir expérimentés sur moi. Alors ça, c'est vraiment important de comprendre que la foi intuitive va se développer parce que je le fais sur moi et parce que j'arrive à comprendre que je suis capable d'appliquer le processus sur moi et je suis capable donc de suivre mon processus intuitif dans mon journal intime, puis évidemment avoir un autre journal intime dans lequel je vais appliquer mes pratiques vers mon partenaire ou mes partenaires qui vont me permettre aussi d'objectiver le travail que je fais avec eux et de pouvoir donc arriver à constater effectivement que j'ai de plus en plus confiance en l'outil intuitif parce que justement, je me donne l'opportunité de le développer. L'autre chose que j'aimerais peut-être aborder par rapport à ça, c'est la pratique intuitive à distance. Alors, la pratique intuitive à distance, c'est quelque chose qui des fois peut donner l'impression, ben c'est pas accessible. Puis moi, dans ma première formation en ligne que j'ai fait avec les étudiants, il y avait un stage à la fin, mais la première étape qui était une formation en ligne, les étudiants ont été très impressionnés par le fait que dès le début de la formation, très tôt dans la formation, ils se sont mis à faire des lectures à distance.
Et ça fonctionnait très bien. Et là, ça les a vraiment un peu comme mis en choc, en quelque sorte, parce qu'ils pensaient jamais que c'était envisageable de pouvoir le faire avec autant de facilité, autant d'aisance. Et c'est très intéressant de faire un travail à distance. Pour quelle raison? Parce que je n'ai pas l'occasion d'avoir la personne devant moi, nécessairement, que je peux même toucher. Je peux pas même la sentir objectivement. Je suis pas en contact physique avec la personne. Le fait de faire un travail à distance m'oblige à faire confiance à mes perceptions, à mon monde imaginaire qui va me permettre de me relier à mon partenaire. Donc, mon vécu imaginaire va me permettre de me relier à mon partenaire où qu'il soit dans le monde entier. Et c'est la capacité que j'ai de communiquer, de ressentir, de voir, d'entendre ces perceptions-là de mon partenaire qui vont faire que je vais être capable de pouvoir développer une expertise, être capable de pouvoir transmettre des informations avec mon partenaire, et ainsi de suite. Et c'est là que j'ai constaté que le fait de se faire ce voyage-là va me donner l'opportunité de découvrir que ça fonctionne. Et là, ça touche vraiment la foi, et ça, c'est très puissant. Le travail à distance, donc, est très intéressant à appliquer. Bien sûr qu'on peut le faire en présentiel avec une autre personne en présence, c'est bien sûr, mais au niveau pédagogique, c'est vraiment fort intéressant de le faire dans un contexte à distance parce que justement, on est vraiment confronté à nous-mêmes et nos craintes de se tromper sont beaucoup plus élevées. Et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est là qu'on touche vraiment la foi à ce moment-là. Donc, Guy me dit observation. Tu es un avant-gardiste et je crois que dans un présent futur, les approches iront dans le sens de guérison par le cœur, intuition, comme la science le démontre de plus en plus. Ah ben c'est sûr. La cohérence cardiaque, hein, d'ailleurs, moi j'ai un appareil que des fois j'utilise dans les cadres dans des stages en présentiel, un appareil qui permet de faire des mesures du cœur, justement, et de pouvoir mesurer justement la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est le lien entre le cœur et le cerveau et cette capacité justement que les informations du cœur et du cerveau puissent circuler entre elles d'une façon harmonieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon cerveau est dans un état d'épanouissement, d'harmonie, d'équilibre, et mon cœur se trouve dans une position d'harmonie, d'équilibre. C'est-à-dire que je me trouve dans une situation de vie et je suis capable de m'adapter aux situations de vie qui se trouvent devant moi parce que j'ai une cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque fait de moi quelqu'un de plus ouvert, de plus intuitif, de plus adaptable aux situations de la vie, de plus capable de comprendre l'autre, me comprendre moi, mais comprendre aussi l'autre. Alors, c'est tout un processus intuitif qui est vraiment très intéressant que la cohérence cardiaque met en valeur. Et c'est certain que cette cohérence cardiaque-là, ben, elle était donc, c'est quelque chose qui existait depuis très longtemps. Dans les traditions yogiques, on avait compris que la respiration avait un impact pour favoriser la méditation et favoriser l'éveil. Donc, la cohérence cardiaque, c'est un peu comme une rationalisation de ce qui avait été observé dans les grandes traditions yogiques. Et c'est un exemple pour moi en évidence justement que quelque chose qui était perçu comme ésotérique pendant il n'y a pas si longtemps, ben aujourd'hui on le reconnaît de plus en plus comme étant une réalité grâce entre autres à cette recherche sur la cohérence cardiaque. Béatrice qui me dit je préfère pratiquer à distance car en présence je me sens jugé. Je perds confiance en moi et du coup à distance je suis plus à l'aise. Je ne ressens pas de suite quelque chose, je ne perds, je ne perds pas. Béatrice, je te dirais bien sûr que là, c'est un autre problème dont tu parles. C'est sûr que toi, tu préfères travailler à distance. Il y a des guérisseurs. Il y a, je pense à Harry Holmes, il me semble. C'est un guérisseur de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, qui lui aimait beaucoup plus faire des soins à distance. Il aimait pas faire des soins donc en présentiel, puis il observait qu'il y a des meilleurs résultats à distance. Donc lui, il s'est spécialisé dans le travail à distance, donc il rencontrait jamais les gens. Pour donner un exemple. Donc, effectivement, Béatrice, tu pourrais très bien faire un travail à distance. Maintenant, ce que moi j'observe, par contre, chez toi, c'est ce que tu dis. Je me sens jugé quand je suis en présentiel, je perds confiance en moi du coup, et à distance, je suis plus à l'aise. Donc, je me dis, Béatrice, que tu as quelque chose à faire un travail là-dessus. Donc, le travail en présentiel, dans ton cas, ce serait quand même intéressant de l'explorer pour que tu apprennes justement à te donner justement confiance davantage. Je pense que ce serait intéressant pour toi de le faire. Aujourd'hui, est-ce que nous ferons une pratique? Non, c'est pas prévu, Guy. Par contre, je saute sur l'occasion pour vous faire part que si vous avez un désir de pratiquer entre vous, bien évidemment, ce serait le moment. Il y a Guy qui en fait une demande, si je comprends bien. Donc, s'il y a quelqu'un dans le groupe ici qui aurait envie de pratiquer avec Guy, Guy est dans le niveau de l'introduction, mais en même temps, ça peut être intéressant de pouvoir de partager entre vous. Hein. Donc, s'il y a un autre étudiant qui aura envie de partager avec Guy, ben, vous pouvez déjà ici échanger vos mails dans le chat public là, qui est là. Et puis, à quelque part, ben, prendre le temps de communiquer entre vous.
Alors, si vous le souhaitez, ben, c'est le moment. Donc, je pense entre autres à Béatrice, si tu as le goût d'expérimenter avec Guy, ben, ça peut être intéressant, ou un autre étudiant du groupe qui serait présent et qui aurait envie de faire des échanges avec un autre étudiant. En toute, comment dire, en toute, en tout plaisir. Hein, c'est pas ici, je suis pas, j'espère en fin de compte que vous n'êtes pas dans un mode de compétition ou un mode de performance, parce que c'est le mode qui est un mode qui est pas très heureux avec l'intuition. L'intuition, au début, il faut vraiment le voir comme un jeu, puis il faut vraiment chercher à s'amuser, puis à se laisser étonner par le processus. Si on est déjà un petit peu trop dans la performance, ben on se rigidifie, on devient tendu. Et le fait qu'on soit tendu, ben, fait qu'on n'est pas en mesure de pouvoir le faire adéquatement. Béatrice, c'est un peu ça que tu vis quand tu es en relation avec une personne en présentiel. Tu te sens tendu. Et parce que tu te sens tendu, tu ne te sens pas dans un processus capable de te rendre réceptif à l'autre parce que tu es dans un processus émotionnel où tu te sens trop émotionnel pour être capable de t'ouvrir à cela. Donc, c'est ça qui c'est un petit peu que je dirais par rapport à ça. Donc, Guy, si tu as peut-être le goût, tu peux peut-être mettre ton mail dans la boîte, dans le chat public. Et puis, les gens qui seraient intéressés pourraient prendre contact avec toi par mail ou l'inverse, hein, s'il y a des gens qui ont envie de faire quelque chose avec Guy, ben, qui mettent leur mail et puis Guy pourrait prendre ce mail-là puis communiquer avec vous. Alors, ça peut être une façon de procéder qui peut être intéressante. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça l'idée, hein. C'est vraiment de chercher à mettre en valeur le plaisir d'explorer parce que justement à ce stade-ci, et même au stade plus avancé, hein, je pense que le plaisir doit être toujours au rendez-vous. Si on n'est pas dans le plaisir, ça devient malheureusement une situation assez moche parce qu'on devient dans une position où on perd le plaisir. Puis ça serait vraiment, 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 vraiment dommage parce que c'est quand même une expérience spirituelle, il faut se le rappeler. Hein, se relier à une personne, être capable de lire une personne, c'est quand même quelque chose de magique. Il y a des gens qui sont toujours étonnés de voir tout ce que je peux voir en eux sans que je les connaisse. Et c'est important quelque part de reconnaître quelque part que cet événement magique, cette expérience magique-là, c'est une expérience qui nous permet de découvrir quelque part que, au-delà de qui nous sommes physiquement, nous avons quelque chose de plus subtil. Et ce subtil-là nous relie les uns avec les autres, ce qui fait qu'on est capable de faire ça. Alors moi, je suis pas plus spécial que vous et que d'autres êtres humains. Je suis juste comme plus sensible à ça. Et cette sensibilité fait que je suis capable de faire ces choses-là. Et vous, ben, vous êtes en train d'apprendre à le faire. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est de devenir simplement conscient d'un processus qui existe de toute façon. Béatrice qui m'a dit, par contre, pour un travail à distance, j'ai besoin d'une photo de la personne. Ce support-là me rapproche de la personne. Bien sûr, c'est pas, tu sais, quand on parle de travail à distance, il y a plusieurs nuances à ça. Le travail à distance, ça peut être, par exemple, moi, j'ai besoin de parler avec la personne au téléphone. C'est un travail à distance, mais je parle avec la personne au téléphone. J'ai besoin de voir la personne sur Skype, en caméra, en vidéo ou WhatsApp. Ben oui, c'est un autre type de travail à distance. Je peux le faire comme ceci, hein, c'est-à-dire que je peux, par exemple, par mail, la personne me dit son nom et puis par mail, je donne l'information intuitive. C'est à distance aussi. Je peux le faire, vous voyez, il y a quand même toujours une façon de lier les choses. Donc là, tu me parles de la photo, ça peut être effectivement une façon de se relayer à la personne et il y en a qui vont travailler avec les cheveux, par exemple. Il y en a qui vont travailler avec la date de naissance. Il y a, il y a plein de façons de procéder et je pense que c'est important de trouver qu'est-ce qui nous sécurise au début. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de ça dans les faits. Hein. On a juste besoin de se faire confiance. Mais la confiance, des fois, passe par des façons de faire qui vont nous sécuriser. Et Béatrice, tu en as nommé une, la photo. Voilà. Est-ce plus difficile de lire l'énergétique d'une personne obèse? Est-ce que tu as quelque chose contre les obèses, Sandra? Là? Non, là, c'est une blague. Mais je vois, évidemment, on pourrait dire que il y a des gens, par exemple, qui vont nous dire, ah, ben, moi, je sais que je peux bloquer quelqu'un quelqu'un voudrait me lire, puis moi, je peux la bloquer, cette personne-là. Mais moi, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais eu une personne qui a pu m'empêcher de lire ce que j'avais quand je me reliais à la personne. Donc, on peut finalement faire une lecture intuitive à toute personne, et c'est ça qui nous donne une responsabilité, puisqu'il y a un code d'éthique autour de la pleine conscience intuitive qui nous fait comprendre qu'on ne peut pas faire des lectures intuitives à toute personne sans son autorisation. Pour la simple raison, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, Guy, tu me fais penser qu'on ne peut pas le faire la boîte. Attends, je vais te faire un test. Je vais te mettre mon mail juste pour voir comment ça fonctionne déjà. Je sais qu'on ne peut pas le faire, je pense. Je vais faire le test. Moi, j'ai écrit le mien. Et, ah non, ça marche, moi. OK.
Ben, tu peux simplement le mettre dans le chat public, Guy, et je pense que ça va fonctionner. Parce que je pensais que ça allait pas fonctionner, mais ça fonctionne. OK. Euh, j'étais en train de dire quelque chose et j'ai oublié, je m'excuse. Euh, Est-ce que énergétique d'une personne obèse? J'étais en train de te répondre par rapport à quelque chose. Et ce quelque chose-là me revient doucement, mais je me souviens pas tout à fait. J'étais en train de parler d'un cas d'une personne qui... J'ai complètement oublié ce que j'étais en train de vous dire. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que j'étais en train de communiquer? Ça faisait référence à une personne obèse. OK, il y a personne que j'ai toujours été en mesure de lire, quelles que soient les personne ne peut m'empêcher de faire une lecture intuitive. C'est ça que je voulais faire comprendre. Donc, quand on me dit est-ce que c'est plus difficile de lire l'énergie d'une personne obèse, etc., moi, ce que j'aurais tendance à dire à ça, Sandra, je reviens avec les 49 états dont j'ai parlé tantôt. Il y a l'état d'équilibre, des alignements hyper surchargé, hypo-surchargé, épuisé. Et ce que j'ai observé, c'est que les gens qui sont épuisés sont des fois des gens qui peuvent effectivement être dans une situation plus difficile, hein, parce que quand on se met en relation avec eux, leur état énergétique est plus figé, parce qu'ils sont épuisés, moins de ressources, moins de vitalité, moins de capacité de se faire confiance, etc. Donc, plus lourd. Donc, effectivement, ça peut être plus difficile à faire un travail sur ces personnes-là. Alors, oui, ça peut être un peu plus difficile de faire un travail sur des gens qui ont des potentiels limitatifs plus importants. Les potentiels limitatifs, ce sont des énergies qui sont plus vers le bas, qui sont plus découragés, qui sont plus déprimés. Donc, avant de pouvoir arriver à les déprogrammer adéquatement pour leur donner accès à un potentiel évolutif, quelquefois, ça peut être un peu plus difficile. Donc, dans des cas comme ça, souvent, qu'est-ce que moi je vais faire? Ce sont des gens qui sont tellement, premièrement, dans un état d'affaiblissement, qu'on va commencer par un soin énergétique. On ne fait pas de lecture intuitive avec eux. On va leur redonner vie, en quelque sorte. Et après ça, on va pouvoir effectivement faire un travail plus approfondi au niveau d'un soin, d'une lecture intuitive. Mais après les avoir rétablis, les avoir remis en contact avec le potentiel évolutif. C'est ça un petit peu que je dirais. Par rapport à ta question, Sandra, non, c'est pas plus difficile de faire une lecture intuitive à une personne obèse. Par contre, il peut y avoir effectivement des gens qui sont plus difficiles. Il suffit, par exemple, d'envisager que moi, je peux me mettre en relation avec une personne, mais cette personne peut ne pas être réceptive, peut ne pas vouloir entendre ce que j'ai à lui dire parce qu'elle se met dans une position de protection ou de résistance. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et évidemment, en cas d'information, on a un enseignement qui est proposé pour chercher justement à identifier de quelle façon qu'on peut communiquer de façon constructive à un partenaire nos perceptions intuitives. Et ça, on va plus aborder à un niveau 2 de la formation, beaucoup dans le coaching intuitif ou évolutif plutôt, où on aborde vraiment cette notion de comment communiquer, etc. Mais on va aborder ça dans le stage, lors du stage également aussi, du niveau 1. Est-ce conseillé, bon, elle souffre beaucoup, elle doit faire une chimiothérapie, elle me semble inatteignable. Oui, ben, c'est là, évidemment, la première chose, Sandra, c'est là qu'on aborde le décodage intuitif. Pourquoi elle est inatteignable? Donc, le décodage intuitif, c'est la classe, c'est la raison d'être, pourquoi le problème existe. Ça, c'est vraiment le fondement. Si on n'a pas cette compréhension-là, on part mal. Parce que la compréhension nous permet ensuite de déprogrammer, de soigner. Si on part du principe qu'on va soigner sans comprendre la raison d'être et sans déprogrammer, on peut le faire. Il y a beaucoup de guérisseurs qui le font, hein, qui ne travaillent pas du tout sur l'aspect psycho-émotionnel ou même sur l'aspect de la raison d'être des problèmes. Sauf que si on ne fait que le soin énergétique, inévitablement, un jour ou l'autre, on va se rendre compte qu'on n'est plus capable d'aider la personne. Parce que justement, il y a comme une problématique qui devient de plus en plus importante. Cette problématique, c'est une problématique psycho-émotionnelle et on doit amener au conscient de la personne la raison d'être de ce problème-là à un moment donné, et c'est ça qui est souvent conseillé. Est-ce conseillé de pratiquer avec des amis proches, de famille ou des étrangers? Moi, personnellement, Guy, je te dirais clairement étranger. Pourquoi? Parce que la famille, bien souvent, on a des problématiques avec eux. Avec des amis aussi, des fois, ça peut être difficile également. Parce qu'on a des liens. Et ces liens-là nous ramènent justement aussi à se dire, notre famille, notre personne, membre de notre famille ou notre ami va nous dire, ah, ben tu le savais déjà. Hein, parce qu'on sait des choses sur notre histoire, sur notre amitié, sur l'ami ou sur la famille. On a tendance à connaître des choses. Donc, les gens vont moins valoriser ce qu'on a à leur dire. Alors que si on parle avec un étranger qu'on ne connaît pas, on a beaucoup plus de chances d'avoir un impact parce que la personne va nous dire, waouh, comment tu as fait pour savoir ça? Tu ne le savais pas. Donc, on a beaucoup plus de valorisation qu'on va aller chercher de cette façon-là et ça va nous donner aussi un sentiment de confiance plus élevé. Alors qu'un parent ou un ami
même si c'est un bon parent ou un bon ami, peut des fois aussi sans le vouloir, nous enlever de la crédibilité. Parce qu'évidemment, il y a quelque chose de magique dans ce qu'on fait, puis ça touche l'intimité, là. Donc, un ami ou une personne, un membre de notre famille n'a pas peut-être envie qu'on ait touché cette intimité-là. Donc, ils vont souvent être résistants et protectionnistes par rapport à ce qu'on pourrait aller chercher, et c'est là que ça peut devenir intéressant. Là, Guy, j'ai vu que ton mail n'a pas passé, donc je pense qu'il faut que tu le fasses en étapes. Il faut que tu marques, par exemple, Guy, puis, puis je te dirais, oublie le A commercial, puis ensuite le gmail.com, disons si c'est gmail.com à la fin, tu mets gmail, sans .com, et ça va passer, puis on pourra faire la logique, nous, du mail en question. Je pense que c'est ça un petit peu, je me rappelle pas, je sais qu'il y a un petit détail à ce niveau-là qui peut être problématique là. Voilà. Est-ce que vous auriez d'autres questions maintenant sur l'ensemble de ce qui a été dit ou sur d'autres sujets? On a fait quand même un petit tour d'horizon sur ça, mais l'idée, évidemment, bon, Sandra, toi, évidemment, bon, t'es pas dans la formation professionnelle, donc tu peux évidemment te permettre de faire de la pratique sur un partenaire, mais bon, l'idée, c'est quand même qu'il y ait un encadrement qui soit fait pour être capable de le faire adéquatement, et c'est pour cette raison-là qu'il y a une formation personnelle et une formation professionnelle. Mais la formation personnelle te donne quand même des bases pour apprendre à le faire sur toi, et tu pourrais éventuellement donc tenter de le faire sur un partenaire, c'est possible aussi, mais c'est pas c'est pas le mandat de la formation personnelle, je dirais, voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres questions maintenant sur l'ensemble de ce qui était donné ou sur d'autres sujets? Parce que sinon, ben évidemment, on pourrait donc disons que j'ai une formation en hypnothérapie. Ouais, mais c'est pas la pleine conscience intuitive, Sandra, c'est ce que je te dirais. Et dans ce sens-là, inévitablement, il faut que tu fasses la différence entre l'hypnothérapie et la pleine conscience intuitive. C'est important de ne pas confondre les choses, hein. Oui, ben effectivement, te concentrer sur la cohérence cardiaque est un bon début, effectivement. Il y a plusieurs façons de faire la cohérence cardiaque. Une très simple, c'est de simplement respirer dans le cœur en ayant un thème. Par exemple, le thème, cette personne-là, par exemple, bon, qui est la maladie, je présume qu'elle est malade, cette personne-là, donc, puisqu'elle fait de la chimiothérapie, donc, simplement respirer dans son cœur en ayant en tête la maladie. Ça peut être, et ça va travailler sur, ça a été, les recherches démontrent que simplement respirer dans le cœur, en ayant donc, en connexion avec la maladie, va favoriser la cohérence cardiaque d'une part, mais aussi va favoriser évidemment des révélations intuitives, c'est-à-dire qu'on peut vraiment devenir conscient de certain nombre de choses qu'on n'avait pas pris conscience simplement en respirant dans le cœur. Donc ça, c'est vraiment une façon très simple que je viens de te nommer. Une autre façon très, très simple aussi, c'est respirer 3 secondes et expirer 6 secondes. Très simple aussi. On peut appliquer ça pendant un certain nombre de minutes. Ça peut être une autre façon de travailler la cohérence cardiaque. Il y en a bien d'autres parce que la cohérence cardiaque, elle aussi, propose un certain rythme respiratoire. Moi, j'aime bien le 3-6. C'est une méthode yogique de respiration que j'aime bien et qui favorise aussi la cohérence cardiaque. Voilà. OK, donc je pense que il n'y a pas d'autres questions. Il y a Guy qui n'a pas mis son mail encore. Peut-être que est-ce qu'il y a des gens qui auraient envie de pratiquer avec Guy? On va peut-être aider Guy là, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a envie de pratiquer avec lui une petite pratique à distance. S'il y a des gens qui auraient envie de le faire, ça serait sympathique pour Guy, hein. Comme il le disait si bien, de le faire simplement dans l'objectif d'une expérimentation. Donc, il y a Béatrice qui voudrait bien. Alors, Béatrice veut bien, Guy, donc si je pense que c'est Béatrice Chabagnier, c'est ça, je ne me trompe pas. Alors, je vais juste me rappeler de son nom pour si jamais vous n'êtes pas capable de vous échanger vos mails ici, je pourrais vous envoyer donc un mail à tous les deux pour vous permettre de communiquer. Donc, il y a Guy qui dit, quand je pratique, il m'arrive souvent de perdre les infos que tu donnes, Sylvain, comme si je parle d'un déficit d'attention. De perdre des informations, tu veux dire que, ben, je te dirais que c'est pas trop surprenant parce qu'évidemment, il y a comme une état de conscience modifié pendant ce type de pratique-là. Quand tu dis que tu perds les infos, je te dirais que les infos que je donne, ce sont, d'après ce que je me rappelle dans les exercices, souvent des informations qui sont de l'ordre de quoi faire dans la pratique. À un moment donné, qu'est-ce qui est proposé?
si on veut rester connecté avec la pratique, on peut avoir un petit bloc-notes sur nous, qu'on peut mettre sur nos cuisses. Et quand on fait la pratique, et dès qu'on a quelque chose qu'on capte des choses, on peut prendre le temps de les nommer, de les écrire sur les journaux intimes. On peut aussi avoir un enregistreur dans lequel on peut parler aussi, qui va nous permettre donc de nous garder connectés avec ce qu'on expérimente et ce qu'on vit. Ça peut être des façons qui peuvent être plus faciles pour pratiquer à ce niveau-là. Alors, Guy, donc, si tu veux, donc, je pourrais vous envoyer un mail à tous les deux, à Béatrice et à toi, pour que vous puissiez donc vous échanger vos coordonnées. Si vous n'êtes pas en mesure de mettre votre mail dans le chat. OK. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions que vous auriez à faire avant qu'on termine? OK. Donc, je crois que je vais donc m'arrêter ici. Je pense que j'ai répondu. Fallait enregistrer sur le mode d'enregistrer. Exact. Ça peut être en enregistrement, il y a plusieurs moyens parce que l'ordinateur, on peut enregistrer sur un ordinateur, mais on peut enregistrer sur un téléphone cellulaire. À peu près tous les téléphones intelligents et moins intelligents ont un mode d'enregistrement également, donc on peut le faire aussi là-dessus. Et puis il y a des petits appareils également avec une clé USB qui peut le faire. Pour le courriel, ben évidemment, je pourrais vous envoyer un mail à toi et à Béatrice pour que vous puissiez garder le contact là. Je peux le faire après la 36 si tu le veux. Ça va être le plus simple. OK. Donc, à Guy et puis à Béatrice à ce moment-là. Puis vous pourrez donc prendre le temps d'échanger pour la pratique. Voilà. Je sais que donc il y a des gens qui sont en Suisse qui eux réunissent régulièrement, donc eux ils ont des pratiques régulières également qui sont faites, donc c'est intéressant aussi de pouvoir se voir en présence et puis de pouvoir pratiquer entre eux. Et puis ceux qui sont en pratique personnelle, bien évidemment, c'est de pratiquer sur vous qui est important, mais de pratiquer, c'est de faire confiance au processus intuitif, c'est ça qui est important. Oui, est-ce que nous pourrions tous partager nos mails? Bien sûr que ce serait une voie possible. Dans ce cas-ci, ce serait plus avec les gens du niveau de la formation professionnelle que ça pourrait être possible. Je pourrais vous faire part de ça également. Comme actuellement, il y a un groupe, un noyau qui s'est formé en Suisse. Il y a donc beaucoup de gens qui sont déjà en contact entre eux par rapport à la Suisse. Mais effectivement, je pourrais vous partager ça. Mais toi, peut-être que tu penses plus aux gens du Québec ou c'est indifférent. Mais parce que je sais que j'avais fait déjà la demande aux gens du Québec qui étaient moins. Ça m'a pas tellement répondu. Mais enfin, voilà. Et puis, avant de peut-être terminer, j'ai peut-être une petite demande à vous faire. Moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient envie de m'écrire un petit texte qui me ferait part, qui me fait part donc de la possibilité de pouvoir justement me faire part donc de leur satisfaction de l'enseignement et que s'il y a des gens qui ont fait des démarches justement de travail sur l'auto-guérison, puis qui sont arrivés à des résultats ou qui veulent me faire un petit texte là, qui indique un peu bon l'appréciation qu'ils ont pu avoir, tant sur l'auto-guérison que sur l'aspect des programmations, sur l'aspect des codages intuitifs, sur l'ensemble de la formation, etc. S'il y a des gens qui ont envie de me faire part, de m'envoyer un petit message à ce niveau-là, j'apprécierais, parce que justement, je suis en train de planifier donc des présentations et puis j'aurais besoin peut-être de gens qui auraient des commentaires d'appréciation, s'il y en a, bien évidemment, qui veulent m'en faire parvenir, j'apprécierais fortement. Donc, évidemment, donc demain, je n'ai pas fait sur le message que je vous ai envoyé ce matin, mais il y a donc une pratique supervisée demain, si ça vous intéresse. C'est une pratique, la pratique supervisée n'a jamais bien fonctionné jusqu'à maintenant et je pense sérieusement donc l'arrêter s'il n'y a pas d'intérêt, hein, s'il n'y a pas d'intérêt à ce niveau-là. Et demain, ça va être dans un espace chat qui s'appelle chatdéveloppementconscience.com. C'est pas donc dans cette salle-ci. Par contre, je vous dirais que si vous voulez venir sur cette salle-ci aussi, c'est pas un problème parce que là, dans le chat, des fois, il y a des petits problèmes. C'est pour cette raison-là aussi que je pense, bon voilà, vous êtes en train de vous échanger vos mails, Béatrice et Guy, c'est très bien. Alors, donc demain, c'est à 20 heures, la même chose. Si vous êtes intéressé à participer donc à une pratique supervisée, ça veut dire que durant ce moment-là, bien évidemment, on propose une pratique supervisée que vous allez faire entre vous deux.
entre vous deux, c'est-à-dire entre deux personnes qui vont être là. On va vous donner un certain temps pour pouvoir le faire, peut-être une heure, quelque chose comme ça. On se laisse aller, on se laisse pendant une heure. Et après ça, donc, on fait un retour après une heure pour pouvoir regarder ensemble les questions que vous pourriez avoir sur la pratique qui a eu lieu entre vous. Donc, si ça vous intéresse, demain, ça peut être un moment intéressant. Peut-être que je ferai un petit rappel aussi pour ceux de la formation plus professionnelle, puisque la pratique supervisée est davantage orientée sur les gens qui veulent pratiquer et qui sont dans une formation professionnelle. Par contre, ceux qui sont dans une formation personnelle, qui voudraient bénéficier d'un soin en formation professionnelle, ben, peuvent venir aussi. Vous allez pouvoir bénéficier donc d'une lecture intuitive et d'un soin avec un partenaire qui va pouvoir faire cela. Je ne peux pas avoir accès au chat de ce site. Peux-tu m'expliquer pourquoi, Béatrice? J'ai pas là, mon ordinateur, je peux pas aller vérifier moi de mon côté, mais il faut simplement. C'est une des raisons. Sinon, ben, ce que je vais faire, on va rendre ça plus simple, Béatrice, demain. Ce qu'on va faire demain, c'est que les gens qui sont intéressés à aller sur le chat iront sur le chat, mais sachez que vous pouvez venir ici dans cette salle-ci aussi parce que les deux seront ouvertes. C'est-à-dire que je vais être ici et je vais être au chat en même temps. Les deux salles vont être disponibles et ceux qui ont la difficulté sur le chat, ben, pourront venir sur cette salle-ci et à ce moment-là, ben, évidemment, on pourra donc euh, procéder dans les deux salles à la fois en même temps. Donc, venez ici demain ou sur le chat développement de conscience, qu'importe, là, les deux salles seront ouvertes et je serai disponible pour les deux. C'est à 20 heures demain, Béatrice, ou 14 heures heure du Québec pour les gens du Québec. Et à ce moment-là, ben, on prendra le temps de regarder comment on peut procéder pour la pratique supervisée. Et je pourrais toujours évidemment répondre à des questions suite à ça aussi, suite à cette journée, cette rencontre-là. Donc voilà. OK, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions avant de terminer? Donc, Guy a mis son mail, hein, c'est pour ceux qui sont intéressés à travailler avec lui, peuvent communiquer avec lui. Et c'est .com, je pense. Hein. Guy, ton mail, je ne voudrais pas le nommer parce que ça va être enregistré, puis je ne voudrais pas quand même nommer ton mail, mais c'est donc @outlook.com, je pense. Hein, c'est ça, .com, d'accord. Donc, c'est juste pour vérifier, pour être sûr à 100%. OK. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on va arrêter ici. Et puis, j'espère que vous avez apprécié, qu'on a répondu donc à toutes les questions que vous pourriez avoir. Évidemment, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Idéalement, moi, ce que j'aime bien, c'est que les gens qui ont des questions, j'essaie de les garder pour le webinaire, pour que tout le monde puisse en profiter, puisque les webinaires sont enregistrés. Et parce qu'ils sont enregistrés, bien évidemment, ça permet à tout le monde de pouvoir euh, être présent à ce niveau-là. Alors, qui sera présent demain, je ne sais pas, puisque demain, je vais sans doute envoyer un petit mail à tout le monde de rappel pour la pratique supervisée. Et à ce moment-là, bien évidemment, ça dépend. Il y a des gens qui sont, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été très populaire, cette pratique supervisée-là. J'ai observé, mais peut-être que demain, ça va être, il va y avoir plein de monde. J'ai aucune idée, mais jusqu'à maintenant, il y a eu plus de gens qui ont été présents jusqu'à maintenant pour ces rencontres-là. Donc demain, c'est un rendez-vous à 20h, 14h pour la pratique supervisée dans lequel il y aura donc euh, les gens qui vont pouvoir se faire un soin. Puis l'intérêt de ça, bien évidemment, c'est que comme on fait un soin qui est là, bien évidemment, vous pouvez poser vos questions à chaud avec moi par rapport à la pratique, aux difficultés que vous avez rencontrées et aux facilités, aux bons coups que vous avez eu également. Ça peut être intéressant. Ça fait partie de la pédagogie. En fin de compte, hein, quand on fait les bons coups, ben, ça ancre dans la pratique. Quand on fait les moins bons coups, ben, on essaie de comprendre pour aller plus loin à ce niveau-là. Euh, OK, Béatrice, ouais, je sais qu'on a un problème avec toi au niveau des mails. Je comprends pas pourquoi, parce que ça a été envoyé. J'ai vérifié, puis j'ai vu que ça a été envoyé aussi. Euh, je sais pas, comme je te dis, on va essayer de voir un petit peu de plus près à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y en est. Parce que je sais pas pourquoi non plus que ça fonctionne pas. Ça m'apparaît un petit peu étrange que tu les reçoives pas, parce que j'ai pas d'avis, moi, que tu les reçois pas. Donc, on va essayer de voir plus clair là-dessus, Béatrice. Donc, voilà, voilà. Alors, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée et une belle fin de journée pour ceux qui sont au Québec, puisqu'il fait soleil au Québec, il fait plutôt beau, hein. J'ai été dehors tout à l'heure. Et la neige commence à fondre pour ceux qui voudraient le savoir. Ça a pris un certain temps que ça se mette à fondre, mais là, ça commence à fondre très sérieusement. Et malheureusement, il y a des inondations dues à ça au Québec, là. C'est un peu malheureux, mais c'est la réalité des choses. Donc voilà, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous allez passer une belle fin de soirée. Et je vous dis donc à demain pour ceux qui seront présents. Et puis, ah oui, il neige aussi en Europe. Ben ça, c'est moins heureux. Hein. Ça me fait moins plaisir puisque je me prépare à bientôt à y aller.
Donc, mais je pense qu'il va faire plus chaud quand je vais arriver, pendant quelques semaines quand même. Donc voilà, voilà. Alors, je vais souhaiter une très belle fin de soirée, très belle fin de journée. Et on se reparle demain pour ceux qui seront présents. Sinon, ben, demain, en début de mois, comme d'habitude, je vais vous envoyer les nouvelles leçons et les nouvelles dates pour le webinaire. Il y aura également une conférence aussi qui sera proposée pour le mois de mai que je vous prépare, là, qui aura lieu donc dans les prochaines semaines. Donc, je vous dis à très bientôt à tous. Belle soirée. Au revoir.